Bienvenue dans The Deep Dive. On va plonger aujourd'hui dans le monde fascinant de la stratégie avec les 33 stratégies de guerre de Robert Greene. Ah oui, Vous nous avez donné des extraits oui. et on va explorer comment appliquer ces principes militaires à la vie de tous les jours. C'est fascinant comment Greene utilise l'histoire militaire pour illustrer ses propos Hmm, de Napoléon, oui, jusqu'à des figures moins connues, Ah oui, pour montrer comment des principes de stratégie peuvent être appliqués à plein de situations différentes, ouais, c'est ça. bien au-delà du champ de bataille. Exactement. Yeah. Et c'est ça qui rend ce livre si intéressant. Tout à fait. On va découvrir des tactiques surprenantes comme la création d'un sentiment d'urgence, l'art de la contre-attaque et même l'utilisation du pouvoir de la terreur, mais appliquées de manière éthique dans le monde moderne. Absolument. Et l'une des premières leçons que Greene nous enseigne, c'est l'importance de la connaissance de soi. Oui, Il insiste sur l'idée de connaître ses limites, un concept qui fait écho à la philosophie stoïcienne. oui, cette idée de vraiment maîtriser ses émotions pour pas être submergé par la peur, la colère ou l'orgueil. C'est comme si Gwyn nous disait, avant de vouloir conquérir le monde, commencez par vous conquérir vous-même. Tout à fait. Il prend l'exemple du général Patton, qui s'exposait délibérément au danger Ah, pour dompter sa peur et développer un sang-froid à toute épreuve. ouais, C'est une leçon importante pour nous tous. Pour réussir, il faut apprendre à gérer ses émotions et ne pas se laisser déstabiliser par le stress exactement. ou la pression. Et ça me fait penser au pouvoir de la perception. Gwyn nous montre comment la manipulation de l'image et la création d'illusions peuvent être des armes redoutables. Oui, exploiter les biais psychologiques de nos adversaires en quelque sorte. Ouais, En contrôlant leur perception de la réalité, on peut influencer leurs actions c'est ça. et les amener à faire ce que l'on veut. C'est exactement ce que Mae West a fait à Hollywood. Absolument. Green l'utilise comme exemple pour montrer comment elle a déjoué les attentes Oui. et contrôlé son image. Elle a utilisé son image Avec brio. de femme fatale, assumant son personnage, défiant les conventions pour se rendre imprévisible. Oui. Et conquérir un public qui la sous-estimait, c'est une leçon importante pour nous. Toute l'image que l'on projette a un impact énorme sur la façon dont les autres nous perçoivent et interagissent avec nous. Et en parlant de déjouer les attentes, passons maintenant à l'un des concepts les plus fascinants du livre, l'art de l'attaque indirecte. Ah oui, cette idée de surprendre son adversaire en attaquant là où il ne s'y attend pas, c'est un concept que l'on retrouve dans L'art de la guerre de Sun Tzu, avec le principe du chi. Exactement. Greene nous explique que le chi consiste à trouver la position la plus avantageuse, même si elle est inattendue. Oui. Et il illustre ce concept avec la campagne de Vicksburg du général Grant. C'est un exemple brillant de créativité stratégique. Au lieu de lancer un assaut frontal contre Vicksburg Grants, a utilisé la géographie et le timing à son avantage pour prendre la ville par surprise. Il a déjoué tous les plans des Confédérés en les attaquant par l'arrière, montrant ainsi que la force brute n'est pas toujours la meilleure solution. C'est une leçon précieuse pour nous tous. Parfois, il est plus efficace de contourner les obstacles que de les affronter de fond. Oui. Il faut savoir être créatif, s'adapter à la situation et trouver des solutions inattendues. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie de l'attaque indirecte peut s'appliquer à de nombreux domaines de la vie. Oui. Par exemple, dans une négociation, il peut être plus efficace de trouver des points d'accord inattendus plutôt que de s'opposer frontalement à son interlocuteur. Absolument. Et ça nous amène à un autre point important du livre, la guerre morale, un concept qui peut sembler ambigu, voire controversé. Oui, c'est un terrain glissant. Greene explore comment la moralité peut être utilisée comme une arme pour influencer l'opinion publique et justifier ses actions. Il prend l'exemple de Lincoln et de la guerre de sécession. Oui. Greene nous montre comment Lincoln a manœuvré pour que le Sud tire les premiers coups de feu à Fort Sumter, s'assurant ainsi un avantage moral décisif. C'est un exemple qui montre bien que la guerre se joue aussi sur le terrain des perceptions et des symboles. Oui. Il faut savoir maîtriser le récit et s'assurer que l'opinion publique est de son côté. Et en parlant de s'adapter à son environnement, parlons de la stratégie de la guérilla appliquée à la vie quotidienne. Ah oui. Un concept qui vous passionne, n'est-ce pas? En effet, ce qui est fascinant avec la guérilla, c'est sa capacité d'adaptation permanente, c'est sa flexibilité Ouais. et sa capacité à se fondre dans l'environnement pour frapper là où on ne l'attend pas. Greene nous montre comment transposer ces principes au conflit non militaire. Il parle d'agilité, de flexibilité, de capacité à se réinventer. Des qualités essentielles dans un monde en perpétuelle mutation. Absolument. On retrouve ces principes à l'œuvre dans de nombreux mouvements sociaux et politiques contemporains. Prenons l'exemple des manifestations citoyennes qui s'organisent souvent de manière décentralisée, utilisant les réseaux sociaux pour diffuser leurs messages et mobiliser les foules. C'est une forme de guérilla moderne qui utilise les outils de son époque pour contourner les obstacles.
Exactement. et faire entendre sa voix. Et pour illustrer cette idée de guérilla, Green utilise un concept fascinant, la 5e colonne. Ah oui, cette stratégie d'infiltration qui vise à saper l'ennemi de l'intérieur. Ah. Je l'illustre avec la figure complexe de Wilhelm Canaris. Canaris était le chef de la Bouère sous le régime nazi, mais il jouait un double jeu dangereux en complotant secrètement contre Hitler. Hmm. C'est un exemple qui nous plonge au cœur des zones d'ombre de la guerre et de ses paradoxes. Et qui nous rappelle que même dans les situations les plus complexes, il est possible de résister Tout à fait. et de lutter pour ses convictions. Mais attention, la stratégie de la 5e colonne soulève des questions éthiques importantes. Absolument, il est essentiel d'utiliser ces tactiques de manière responsable. Et éthique en gardant à l'esprit que le but n'est pas de détruire, mais de construire un monde meilleur. Et en parlant de construction, Green nous invite à réfléchir à l'importance du sentiment d'urgence comme moteur de l'action. C'est comme s'il nous disait « N'attendez pas que les choses se passent, faites-les s'arriver ». Exactement. Il s'agit de créer un sentiment de nécessité, de se débarrasser des liens avec le passé et de se concentrer sur le présent pour agir avec détermination. C'est une stratégie qui peut sembler radicale, Oui. mais qui peut s'avérer très efficace. Green utilise l'exemple de Cortés et de sa conquête du Mexique pour galvaniser ses troupes. Cortés a pris la décision radicale de brûler ses propres navires, Ah oui. ne leur laissant ainsi aucun autre choix que de vaincre ou de mourir. C'est un pari risqué, mais qui a porté ses fruits. Ouais. En se plaçant dans une situation de mort psychologique, Cortés a décuplé la force de ses hommes et a réussi à conquérir un empire bien plus puissant que le sien. C'est une leçon importante pour nous tous. Parfois, il faut savoir se mettre au pied du mur pour se dépasser et atteindre ses objectifs. C'est une stratégie qui peut s'appliquer à des situations moins dramatiques que la conquête d'un empire, bien sûr. Imaginez un entrepreneur qui décide de miser toutes ses économies sur un nouveau projet. Il se place ainsi dans une situation d'urgence qui le force à redoubler d'efforts et de créativité. C'est une façon de se créer sa propre pression, de se mettre au défi et de sortir de sa zone de confort Exact. pour atteindre son plein potentiel. Mais attention, cette stratégie n'est pas sans risque. Il est important de bien évaluer la situation avant de se lancer dans une telle aventure. Oui. Et c'est là que la connaissance de soi dont on parlait tout à l'heure prend toute son importance. Oui. Il faut savoir identifier ses propres forces et faiblesses, ses limites et ses aspirations avant de se lancer dans une stratégie aussi risquée. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que cette stratégie du tout pour le tout peut également être utilisée contre nous. Si vous êtes confronté à un adversaire qui n'a plus rien à perdre, il est préférable de redoubler de prudence. Son désespoir peut le rendre imprévisible et dangereux. C'est une situation que l'on retrouve par exemple dans les négociations. Si vous faites face à quelqu'un qui est dos au mur, il va se battre avec une énergie décuplée. D'où l'importance de toujours bien analyser la psychologie de son adversaire Tout à fait. et de ne jamais sous-estimer le pouvoir du désespoir. C'est une leçon précieuse que l'on peut appliquer bien au-delà des champs de bataille dans tous les domaines de la vie. Absolument. Et en parlant de psychologie, abordons maintenant un autre concept clé de Green. L'art de la contre-attaque, c'est une stratégie qui consiste à transformer sa faiblesse apparente en force. D'accord. Au lieu de se précipiter dans l'attaque, on laisse l'ennemi s'épuiser et se découvrir, puis on riposte en moment opportun. C'est une tactique qui demande beaucoup de patience et de sang-froid. Oui. Il est tentant de réagir immédiatement à une agression. Mais souvent, la meilleure défense est l'attente. Tout à fait. Et Green nous donne plusieurs exemples historiques pour illustrer ce concept. Ouais. Pensons par exemple à la campagne de Russie de Napoléon. Au lieu de foncer sur Moscou, il aurait pu attendre l'hiver à Smolensk, laissant le froid et la famine affaiblir l'armée russe. C'est une stratégie qui aurait pu lui éviter une défaite cuisante. Oui. Mais Napoléon, emporté par son ambition, n'a pas su résister à l'appel de la bataille. Un exemple qui nous montre bien que même les plus grands stratèges peuvent succomber à leurs émotions. Absolument. Et cette stratégie de la contre-attaque peut également s'appliquer à des situations plus quotidiennes. Oui. Imaginez par exemple que vous soyez victime d'une rumeur malveillante. Au lieu de vous défendre immédiatement, vous pouvez choisir d'attendre que la rumeur s'éteigne d'elle-même. Ou mieux encore, vous pouvez l'utiliser à votre avantage en la retournant contre celui qui l'a propagée. Exactement. La contre-attaque est une arme puissante qui permet de transformer une situation défavorable en victoire. Et c'est un art qui s'apprend avec la patience, l'observation et la maîtrise de soi, des qualités que nous pouvons tous développer. Tout à fait. En nous inspirant des grands stratèges de l'histoire.
Absolument. Et c'est ce que nous allons continuer d'explorer ensemble dans la suite de cette plongée au cœur des stratégies de guerre et de paix. Restez avec nous, la suite s'annonce passionnante. Reprenons notre exploration des stratégies de Green. Un point crucial qu'il souligne, c'est le danger de mener une guerre de retard, de rester prisonnier du passé Ouais. et de ses succès. C'est vrai, s'accrocher à des méthodes qui ont fonctionné autrefois peut nous aveugler Oui, face aux changements et aux nouvelles réalités. exactement. Green prend l'exemple des Prussiens en 1806, qui ont subi une défaite écrasante face à Napoléon parce qu'ils s'accrochaient à des tactiques militaires désuètes. Ils étaient prisonniers de leurs anciennes gloires et ont sous-estimé le génie de Napoléon et sa maîtrise de la guerre moderne. Ces leçons importantes pour nous, tout le monde évolue constamment et il est essentiel de s'adapter en permanence, s'accrocher au passé, c'est se condamner à l'échec. Tout à fait. Et Green ne se contente pas de nous mettre en garde contre les dangers de la rigidité. Hmm. Il nous propose des solutions pour faire la guerre au passé, Oui, pour nous libérer de nos schémas mentaux obsolètes. c'est passionnant. Comment fait-on pour faire la guerre à ses propres habitudes et à ses idées préconçues? Green nous encourage à cultiver un esprit curieux, ouvert et adaptable, capable de s'affranchir des dogmes et des idées reçues. Il faut remettre en question nos principes, nos croyances et nos habitudes, nous forcer à sortir de notre zone de confort Oui. et à explorer de nouveaux horizons. C'est un véritable travail d'introspection et de déconstruction qui peut être déstabilisant au début, mais tellement libérateur par la suite. Exactement, c'est comme si on se débarrassait d'un vieux vêtement qui ne nous va plus pour enfiler une tenue plus adaptée à notre nouvelle réalité. Et pour illustrer cette idée, Green nous présente l'exemple de Miyamoto Musashi. Ah oui, le célèbre samouraï japonais qui n'a jamais perdu un seul duel. Exactement. Musashi était un maître de l'adaptation. Il adaptait sa stratégie à chaque adversaire, exploitant les faiblesses de l'autre et tirant parti du terrain. Sa maîtrise de l'art du combat dépassait le simple maniement des armes. C'était une véritable philosophie de vie, une attitude mentale qui lui permettait de faire face à toutes les situations avec calme et lucidité. C'est un modèle inspirant pour nous. On peut tous apprendre à être plus flexibles et à nous adapter aux changements, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. Tout à fait. Et Green nous donne des pistes concrètes pour cultiver cette flexibilité mentale. Il nous encourage à nous exposer à de nouvelles expériences, à nous confronter à l'inconnu et à bousculer nos routines. C'est l'idée de sortir de sa zone de confort, de se mettre en danger pour apprendre et grandir. Exactement. Green nous invite à nous comporter comme des enfants, à laisser notre curiosité nous guider et à nous émerveiller devant la nouveauté. C'est une invitation à retrouver notre capacité d'émerveillement et d'apprentissage, à sortir des sentiers battus et à embrasser l'incertitude avec enthousiasme. C'est une approche qui peut transformer notre façon de voir le monde et de vivre notre vie. Au lieu d'avoir peur du changement, on peut l'accueillir comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Tout à fait. Et Green va même plus loin en nous proposant des exercices concrets pour nous aider à développer cette flexibilité. D'accord. Il cite l'exemple de l'écrivain russe Dostoïevski, qui, pour se libérer de ses blocages créatifs, allait jouer tout son argent au casino. C'est une méthode radicale, certes. Mais elle illustre bien l'idée qu'il faut parfois se forcer à sortir de sa zone de confort Oui. et à se confronter à des situations extrêmes pour stimuler notre créativité. Bien sûr, il existe des méthodes moins risquées pour atteindre ce même objectif. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour nous et de nous engager dans une démarche active de développement personnel. Car au final, c'est bien de ça qu'il s'agit, devenir les artisans de notre propre évolution, de nous donner les moyens de nous adapter aux changements du monde Oui. et de réussir dans nos entreprises. Absolument, c'est une quête passionnante qui nous demande de mobiliser toutes nos ressources et de nous engager pleinement dans le jeu de la vie. Et pour nous guider dans cette quête, Green nous propose d'explorer un autre aspect essentiel de la stratégie, la maîtrise de nos émotions. Ah oui, ce fameux sang-froid dont font preuve les grands généraux, c'est une qualité essentielle pour prendre des décisions éclairées et ne pas se laisser dominer par ses impulsions. Exactement. Green cite d'ailleurs Carl von Clausewitz qui disait que l'homme peut perdre davantage de vie par la pensée que par une blessure béante. C'est une citation qui nous rappelle à quel point nos pensées et nos émotions peuvent nous affaiblir et nous empêcher d'agir avec lucidité. C'est tellement vrai. On peut se laisser paralyser par la peur, le doute ou la colère et passer à côté d'opportunités incroyables. Tout à fait. Et Green nous donne l'exemple de l'amiral Nelson, célèbre pour son courage et son sang-froid en pleine bataille, lors de la bataille de Copenhague, alors que ses navires étaient sous le feu nourri de l'artillerie danoise. Nelson est resté calme et déterminé, encourageant ses hommes et donnant l'exemple par sa bravoure.
C'est fascinant de voir comment Nelson a su transformer sa peur en énergie positive, en une force qui l'a poussé à se surpasser. Et c'est bien là le secret des grands stratèges. Savoir canaliser leurs émotions et les mettre au service de leurs objectifs. Mais comment y parvenir? Comment apprendre à maîtriser nos peurs, nos colères, nos doutes? Green nous propose plusieurs pistes. Tout d'abord, il s'agit de prendre conscience de nos émotions, de les identifier et de comprendre leur impact sur nos pensées et nos actions. C'est un véritable travail d'introspection qui nous demande de nous observer avec honnêteté et lucidité. C'est comme si on devenait un scientifique observant ses propres réactions émotionnelles. Exactement. Ensuite, il s'agit d'apprendre à gérer nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par elles. Et pour cela, il existe de nombreuses techniques. La respiration, la méditation, la visualisation, etc. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour nous et de nous entraîner régulièrement à maîtriser nos réactions émotionnelles. C'est un apprentissage qui peut prendre du temps, mais qui est essentiel pour vivre une vie plus sereine et plus épanouissante. Tout à fait, car au final, c'est bien de cela qu'il s'agit. Devenir les maîtres de nous-mêmes, de nous donner les moyens d'agir avec calme et lucidité face aux défis de la vie. Et pour illustrer cette idée, Green nous présente l'exemple d'un samouraï japonais nommé Hakamadar, Oui. qui a appris à maîtriser sa peur grâce à une rencontre inattendue. Un jour, Hakamadar a décidé de dévaliser un homme qui marchait tranquillement sur une route de campagne, mais cet homme, loin de se laisser intimider, a continué de marcher d'un pas assuré sans prêter attention aux menaces du samouraï. C'est étonnant. On pourrait s'attendre à ce que l'homme prenne peur et s'enfuit. Eh bien non. Intrigué par cette attitude, Hakamadar a essayé de provoquer, de le faire réagir, mais l'homme est resté imperturbable, comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'est un exemple de maîtrise de soi impressionnant. Absolument. Finalement, Hakamadar, déstabilisé par ce calme olympien, a abandonné son projet de vol et s'est enfui. Cette expérience a profondément marqué le samouraï qui a compris que la vraie force résidait dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester calme et lucide face au danger. C'est une leçon précieuse qui nous montre que la peur n'est pas une fatalité, qu'il est possible de l'apprivoiser et de la transformer en une force positive. Tout à fait. Et c'est bien là l'un des messages clés de Green. La stratégie n'est pas réservée aux généraux et aux politiciens, c'est un art de vivre que nous pouvons tous apprendre et mettre en pratique au quotidien pour mieux gérer nos vies et atteindre nos objectifs. On a beaucoup parlé de tactique et de combat, mais il ne faut pas oublier l'importance de la paix et de la réconciliation. C'est vrai. Après la bataille vient le moment de reconstruire et de rétablir l'harmonie. Exactement. Et Green nous donne des pistes pour gagner la paix, pour transformer une victoire militaire en une paix durable. C'est un aspect souvent négligé, mais essentiel pour éviter de retomber dans le conflit. Tout à fait. Green nous rappelle qu'une victoire trop écrasante peut engendrer ressentiment et désir de vengeance. Oui. Il faut savoir être magnanime envers les vaincus, leur laisser une porte de sortie honorable pour éviter qu'ils ne nourrissent de rancune. C'est une approche qui demande beaucoup de sagesse et de discernement. Oui. Il s'agit de trouver un équilibre entre fermeté et compassion, de punir les coupables sans humilier tout un peuple. Green cite l'exemple d'Abraham Lincoln, qui a su gérer la fin de la guerre de sécession avec beaucoup de doigté, prônant la réconciliation et le pardon, plutôt que la vengeance et la punition. C'est une approche inspirante qui nous montre qu'il est possible de sortir d'un conflit par le haut en construisant un avenir meilleur pour tous. Exactement. Et cette même stratégie peut s'appliquer à des conflits plus personnels dans nos relations avec nos proches, nos collègues ou nos voisins. Il faut savoir pardonner, faire des concessions et chercher des solutions qui profitent à tous. C'est une leçon précieuse pour vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Tout à fait. Et en parlant d'harmonie, j'aimerais revenir sur un concept important que Green aborde dans son livre, l'importance de la concentration des forces. Ah oui, c'est l'idée de ne pas disperser ses efforts, de focaliser son énergie sur un objectif précis pour maximiser son impact. Exactement. Green nous rappelle que la dispersion de vos forces est le signe le plus sûr de la médiocrité. Concentrez vos forces au point le plus fort de l'ennemi et vous obtiendrez des résultats spectaculaires. C'est une approche qui peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Oui, absolument. Que ce soit dans notre vie professionnelle, nos projets personnels ou nos relations avec les autres, il est essentiel de savoir identifier nos priorités et de concentrer nos efforts sur ce qui est vraiment important pour nous. C'est l'idée de faire moins de choses, mais de les faire mieux. Exactement. Et Green nous donne plusieurs exemples de grands stratèges qui ont réussi grâce à leur capacité à concentrer leurs forces. Il cite notamment Napoléon, qui avait l'habitude de concentrer ses troupes sur un point faible de l'ennemi pour percer ses lignes et remporter la victoire. C'est une stratégie qui demande beaucoup de discipline et de lucidité. Oui, Il est facile de se laisser distraire par des objectifs secondaires ou de se disperser dans des projets inutiles.
Tout à fait. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de définir clairement ses objectifs, de les hiérarchiser et de se concentrer sur ceux qui sont les plus importants pour nous. C'est un excellent conseil. On a souvent tendance à s'éparpiller et à vouloir tout faire en même temps au risque de ne rien faire correctement. Oui, c'est le piège de la multitâche. Il est plus efficace de se concentrer sur une seule tâche à la fois et de la mener à bien avant de passer à la suivante. Et en parlant de mener à bien ses projets, j'aimerais revenir sur un dernier concept que Green aborde dans son livre, l'importance de l'adaptation constante. Ah oui, c'est un concept essentiel dans un monde en perpétuelle évolution. Green nous rappelle que la rigidité est l'ennemi de la victoire. Pour réussir, vous devez être capable de vous adapter en permanence aux circonstances, de changer de stratégie et de tactique en fonction des obstacles que vous rencontrez. C'est l'idée de ne pas s'enfermer dans un plan préétabli, mais d'être prêt à improviser et à ajuster sa trajectoire en fonction des événements. Exactement. Green nous donne l'exemple de Charles Darwin, qui a révolutionné notre compréhension du monde vivant grâce à sa théorie de l'évolution. Hmm. Darwin a compris que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui sont les plus capables de s'adapter aux changements de leur environnement. C'est une leçon fondamentale pour tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Il faut être flexible, ouvert au changement et prêt à apprendre de ses erreurs. Tout à fait. La vie est un voyage imprévisible et il est impossible de tout contrôler. Ce qui compte, c'est d'être capable de s'adapter aux imprévus et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est une belle conclusion pour notre exploration des stratégies de Robert Greene. On a découvert un véritable trésor de sagesse et de conseils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie. Oh, et c'est un livre qui nous invite à réfléchir à notre façon d'agir et de penser à devenir des stratèges de notre propre vie. Merci beaucoup pour votre participation à ce deep dive. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette exploration fascinante des stratégies de guerre et de paix. Moi aussi. J'espère que ces idées les inspireront à devenir des acteurs plus conscients et plus efficaces dans tous les domaines de leur vie. Et n'oubliez pas, la meilleure stratégie est celle qui s'adapte à votre situation et à vos objectifs personnels. Alors n'hésitez pas à expérimenter, à tester différentes approches et à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Tout à fait. La vie est un terrain de jeu extraordinaire. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir si vous savez utiliser votre intelligence stratégique. Alors, lancez-vous. Merci encore pour votre participation et à bientôt pour un nouveau deep dive.